Une minute. Voilà, je suis de base ingénieur en procédés de l'énergie et de l'environnement. Je suis actuellement thésard aussi, ingénieur d'études. Je fais les deux choses en même temps et aujourd'hui, nous allons essayer de partager un peu sur les énergies renouvelables. Partager, c'est pas un cours vertical. Je crois que c'est beaucoup plus des échanges parce que les énergies, on en parle, l'énergie renouvelable, l'énergie, on en parle déjà beaucoup. Je suis actuellement donc à Casablanca et je vais laisser la place à Faiza aussi de se présenter, comme ça on pourra commencer. Ok, merci beaucoup Casimir. Bonjour à tous et à toutes. Moi, c'est Faiza Bachar Saboun et je suis ingénieure en génie électrique et énergie renouvelable. En fait, j'ai un master en... Actuellement, je suis directrice adjointe au département des énergies renouvelables et aussi de l'électrification rurale au ministère de l'eau et de l'énergie au Tchad. J'ai une formation en master en génie électrique pour les énergies renouvelables et les réseaux intelligents appelé RESMA à l'UM6P, Université Mohamed VI Polytechnique de Bingri au Maroc. Et j'ai un deuxième master en recherche spécialisé en stockage, surtout lithium-ion battery. Donc le programme s'appelle aussi même Engineering, Philosophy and Energy. Et c'est beaucoup plus, c'est un programme qui regroupe pas mal de choses, tout ce qui concerne la recherche, mais aussi l'entrepreneuriat. C'est aussi dans la même université, l'UM6 de Maroc. Et je suis basée actuellement au Tchad. Merci, Casimir. Et donc, j'aimerais quand même que tu nous présentes carrément le plan de notre travail sur les 2 semaines, comme ça on va savoir exactement où est-ce qu'on est en train d'aller. Ok, pas de souci. Ok, voilà un peu le plan réparti sur 2 semaines. Déjà, on va commencer par le préambule. Pour aujourd'hui, on va parler un peu de tout ce qui est généralité et histoire sur les énergies. On va parler un peu de l'urgence de la transition énergétique. Deuxièmement, on va parler bon, ici, je vous donne un peu les axes, les fondamentaux des énergies renouvelables. Par la suite, on va parler un peu des technologies et innovations pour la transition énergétique. Et l'axe 3, on va parler un peu de tout ce qui concerne l'analyse technico-économique des énergies renouvelables. Pour les objectifs, OK. Le but, ce n'est pas un cours ici, c'est vraiment un échange entre nous, les participants, et aussi entre les formateurs et les participants. Donc, l'objectif, c'est de comprendre un peu les fondamentaux de la transition énergétique, explorer un peu les sources d'énergie renouvelable et leur rôle dans tout ce qui est décarbonation, euh, comprendre un peu l'analyse des enjeux africains, identifier les potentiels, les opportunités liées au développement des énergies renouvelables. En plus, on va explorer un peu les solutions technologiques actuelles, acquérir les bases sur tout ce qui est micro-réseau ou microgrid, ainsi que l'électrification rurale. Donc, pour renforcer un peu l'accès à l'énergie durable. Casimir, vas-y. Merci beaucoup. Euh, Très bien. Je crois qu'on va parler de l'énergie. Comme j'ai dit, on écoute trop parler de l'énergie. Et j'aimerais quand même que s'il y a des mains ici, que quelqu'un puisse me faire un peu la différence, parce qu'il y a beaucoup de confusion généralement entre ces termes-là. C'est quoi l'énergie généralement? Et quand on vous parle de l'énergie, vous pensez à quoi? Quand on vous parle du travail, vous pensez à quoi? Quand on vous parle d'une puissance donnée, vous pensez à quoi? Et quelle est la différence entre ces deux choses, ces trois choses-là? Je vois déjà beaucoup de parcours des ingénieurs en énergie ici. Je crois que ça va aller vite. Et on va essayer de ne pas être très profond parce qu'il y a aussi des profils qui ne sont pas des ingénieurs parmi nous aussi. Donc, on va essayer de moyenner pour qu'à la fin de la formation, chacun puisse sortir avec quelque chose d'assez bien. Donc, je Euh, disais, est-ce que... Désolé, Casimir. Est-ce que, s'il vous plaît, les participants, vous pouvez nous écrire dans le chat vos noms, prénoms, votre domaine, s'il vous plaît, si possible. Comme ça, on va savoir un peu votre background, un peu, si possible. Merci beaucoup, Casimir. Vous pourrez continuer. D'accord, je disais, s'il y a donc quelqu'un qui a des notions sur ces termes-là, il peut lever la main et puis prendre la parole, essayer de donner sa définition.
libre champ, hein, la définition de l'énergie, qu'est-ce que vous, la définition de l'énergie, du travail et de la puissance, quelqu'un peut me dire, quelqu'un peut me, je vois pas les chats, oui, Bia, oui, Dan, c'est Dan qui veut prendre la parole, c'est ça? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. D'accord. Alors, je disais que je m'appelle Dan Bia, je suis de nationalité congolaise, ingénieur de formation en génie électrique et électronique. Actuellement, j'ai fait un master recherche en énergie hydrogène. Alors, pour ma part, par rapport à l'énergie, pour une définition simple, on peut dire que l'énergie est simplement la capacité qu'a un système à produire un travail ou un transfert de la chaleur. C'est une définition simple qu'on peut donner à l'énergie. Euh, Par rapport au travail, je peux dire que le travail est juste un transfert de l'énergie qui se produit lorsque une force déplace un objet. Ça, c'est par rapport au travail. Et la puissance, bon, la puissance par rapport à une définition simple, je peux dire que c'est le travail effectué ou, comment dirais-je, de l'énergie qui est transférée, en quelque sorte. Donc, c'est vraiment lié. Très bien. Je vois que c'est une définition très technique, très scientifique. Et merci pour ça. Je vois quelqu'un qui a levé encore la main, il peut prendre la parole. J'ai vu une seconde main ou bien c'était une erreur. Je sous-entends que c'était une erreur. Comme a dit Dan, oui, Ismaël, bon, et on peut passer déjà sur cette question-là. Je pense qu'on va revenir avec d'autres questions. Tu auras l'occasion d'intervenir. L'énergie, comme a dit Dan, hein, c'est la capacité à effectuer un travail. Et le travail, c'est le moyen. Le travail, c'est par quoi on transforme l'énergie. Pour visualiser un peu ça, l'énergie, ça peut être du vent en mouvement, qu'on va appeler une énergie en mouvement. Euh, L'énergie, ça peut être potentiel, ça veut dire conservé à une hauteur donnée. Et le travail, c'est bien évidemment le moyen par lequel on transforme cette énergie-là. Par exemple, pour le cas du vent, ça va être une éolienne. C'est pas que le travail, c'est l'éolienne, mais c'est que l'éolienne fait, l'éolienne effectue un travail pour converser ou transformer une énergie en, 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 pour transformer une énergie pour faire quelque chose. Voilà. Et donc voilà ça. Et la puissance, comme il a dit, la puissance, c'est un taux. La puissance, c'est un taux ou bien c'est une quantité d'énergie exploitée pendant un temps donné. Ça veut dire, euh, si on prend 1 kilowatt, par exemple, je vais carrément aller sur des termes assez techniques. Quand on prend 1 kilowatt en termes 1 kilowattheure en termes d'énergie, sa puissance sera une quantité d'énergie donnée en fonction du temps. En fonction du temps. De façon beaucoup plus visuelle, on voit là un gobelet là, écrit dessus Power, beaucoup plus petit. Il contient très peu d'énergie en termes de quantité, mais sa capacité à se verser, on voit qu'il se verse beaucoup plus rapidement, on dira qu'il a un plus grand débit. Donc, le petit gobelet a une grande puissance, mais très peu d'énergie, alors que le bidon, lui, a une grande énergie, mais a une très petite puissance, parce que sa capacité de se verser sur un temps
est assez limité. Et généralement, on écoute du coup que moi, j'ai installé une centrale, par exemple, de 1 MW, une centrale de 1,5. Ça veut dire, bon, une centrale de 1,5 MW ici, ça veut dire que cette centrale peut produire une quantité d'énergie de 1,5 MW en 1 heure de temps. Et si on va sur 12 heures de temps, on dira que ma centrale de 1,5 de puissance mégawatt produit 18 mégawattheures, qui est la quantité d'énergie. C'est un peu ça, je pense que ça a été, c'est beaucoup plus clair comme ça. Et du coup, la deuxième question, on va essayer de faire une expérience de pensée pour entrer un peu dans notre sujet. D'après vous, vous pensez que est-ce que c'est parce qu'on a de l'énergie, est-ce que c'est parce qu'un pays a de l'énergie, a de l'électricité qu'il se développe, ou bien il se développe et, ou bien en se développant, il consomme beaucoup plus d'énergie? Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Est-ce que c'est parce qu'on se développe qu'on consomme de l'énergie, ou bien c'est parce qu'on est développé qu'on consomme de l'énergie? Quelqu'un peut répondre à cette question parce que c'est une question assez primordiale pour les pays en voie de développement. Je crois qu'il faut commencer par répondre à cette question d'abord pour savoir vers quel axe est-ce qu'on doit investir. Par exemple, si l'énergie agit sur la croissance, il faudra chercher de l'énergie. Et si c'est la croissance qui agit plutôt sur la consommation d'énergie, il faudra chercher la croissance en limitant beaucoup plus la production d'énergie. Donc, oui, je vois une main qui est levée. Eric, oui. Oui, bonsoir monsieur. Je suis Eric Agbe, technicien en énergie renouvelable depuis le Bénin. Vous m'entendez? Oui, on t'écoute. D'accord. Selon moi, c'est le développement d'un pays qui lui fait consommer assez d'énergie, puisque d'autant que le pays veut se développer, il peut commencer à construire d'autres infrastructures et tout ça, implanter des usines et d'autres. Et ces usines vont fonctionner en utilisant de l'énergie. Donc, je pense que c'est lorsque un pays veut se développer plus que sa consommation en énergie s'augmente. Très bien, monsieur Eric. PIB et développement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut encore intervenir? C'est dans les deux sens. OK. C'est intéressant qu'on approche. Oui. Quelqu'un d'autre? Oui, Sébastien. Bonsoir, M. Kazmi. Moi, c'est Sébastien Amani Danbaïbe, étudiant en informatique, ingénieur en informatique, plutôt et doctorant en modélisation et optimisation du système énergétique. Moi, je dirais plutôt que c'est la consommation de l'énergie qui stimule, en fait, la croissance économique. Je vais juste prendre un exemple plus simple. Ouais. Avec de l'énergie, une vieille maman, par exemple, peut acheminer ses mangues depuis la brousse jusqu'à la ville, etc. Donc, je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Je pense que de cette façon, l'économie est stimulée parce qu'il y a des déplacements, il y a le travail, comme vous venez d'expliquer. Très bien. Il y a exactement 3 points de vue ici. La première personne dit que c'est parce qu'on c'est parce qu'on est développé qu'on consomme de l'énergie. La deuxième personne dit que c'est dans les deux sens. Et la troisième personne dit que c'est parce qu'on a de l'énergie qu'on se développe. Mais la réponse n'est pas aussi évidente. Et puis, vos approches, oui, je vois une dernière main. La personne peut prendre la parole aussi. Ou bien c'est une erreur. Voilà, je disais que ce n'était pas aussi simple de répondre parce que ça dépend des pays. Aux États-Unis, c'est plutôt la croissance qui fait consommer de l'énergie. Et il y a beaucoup de cas, hein, il y a beaucoup d'articles sur ces sujets-là. Et pour chaque pays, on doit essayer de chercher à répondre à cette question-là, développer un modèle. Je vois des ingénieurs en informatique ici, je vois des ingénieurs en
l'intelligence artificielle, voilà. Il y a des modèles qu'il faut développer pour pouvoir répondre à cette question. Pour le cas du Maroc, on dit par exemple que si le PIB s'augmente ou bien change d'1%, la consommation d'énergie aussi varie de 0,03. Donc, ça veut dire que le PIB plutôt agit sur la consommation d'énergie. Mais pour d'autres pays, par exemple, en Malaisie, en Singapour ou des choses comme ça, c'est mixte en fait. C'est réversible, s'il faut dire. Quelque part, le développement économique agit sur la consommation et la consommation aussi agit sur le développement. L'autre, Sébastien a pris un très bon exemple, disant que une vieille mère qui a accès à l'énergie peut commencer à produire quelque chose, et c'est vrai. Une vieille mère peut commencer, voilà. Mais aussi, plus tu as de l'argent, plus tu peux acheter des choses. Plus tu as de l'argent, plus tu vas acheter des voitures qui coûtent cher. Et plus la voiture coûte cher, plus ça consomme de l'énergie. Plus tu vas vouloir consommer. C'est d'ailleurs pourquoi la capacité de consommation énergétique des pays développés sont largement supérieures à la capacité de consommation par habitant des Africains. Donc voilà ça. Je crois que chacun peut répondre à cette question selon son pays. Si quelqu'un veut faire des recherches dans ce sens, ça c'est un sujet assez intéressant qui agit directement dans la politique des décisions. Et je crois qu'il faut chercher à le savoir. Et puis voilà, comme je disais, pour les pays nordiques, en cherchant quelque part à vouloir se développer, ils ont eu besoin d'énergie. C'est ce qui a occasionné quelque part la traite négrière, je disais. Les gens avaient beaucoup de choses à faire et il y avait très peu d'énergie à consommer. Du coup, il fallait chercher une main-d'œuvre. Les causes, je pense, s'il faut réécrire l'histoire à notre façon pour un peu éduquer les gens, les causes de la traite négrière, je crois que c'est la recherche d'énergie. Pour les pays nordiques, c'est la recherche d'énergie. Et un pays se développe avec la consommation d'énergie. Un pays se développe en consommant d'énergie. Je ne dirais pas quel genre d'énergie il faut consommer parce que nous sommes là pour ça. Nous sommes actuellement ici pour ça. Est-ce qu'il faut consommer les renouvelables? Est-ce qu'il faut consommer les énergies fossiles? Ça, c'est une autre question. Mais soyons d'accord que la croissance économique est liée à la consommation énergétique. Et un pays ne peut pas se développer sans consommer de l'énergie. Du coup, durant tous les siècles qui se sont succédés, l'homme a toujours voulu chercher de l'énergie, quitter d'une énergie à une autre, quitter de l'esclavage, par exemple, ou bien même quitter des motricités par des animaux. Avant, on ne se déplaçait pas avec les voitures, on se déplaçait à dos d'animaux. Et là, c'est de l'énergie renouvelable quelque part. J'aime dire qu'on n'est pas en train on n'est pas en train d'aller vers une énergie renouvelable. On était déjà dans les énergies renouvelables, on est passé aux fossiles et on est en train de vouloir revenir vers les énergies renouvelables. Parce que en se déplaçant, par exemple, sur les dos d'animaux, c'était une énergie renouvelable, il n'y avait rien à dire. Et en cherchant du coup à faire des choses plus rapidement, on a attaqué le charbon, qui était moins dense. Et en voulant encore aller plus vite, on a attaqué le pétrole. Et vous pouvez voir sur l'image, il y a 1 litre de pétrole, c'est 8 esclaves. C'est 8 personnes, 8 esclaves qui travaillent pendant 12 heures de temps. 1 litre de temps, ce que vous prenez dans une bouteille, c'est 8 personnes qui travaillent pendant 12 heures de temps de travail. Par jour, hein, je veux dire. Donc, il y avait une utilité de changer ce nombre de personnes-là. D'ailleurs, la traite négrière a pris fin, bien évidemment, quand on voit très bien la courbe, parce qu'on a découvert le pétrole, parce qu'on a découvert le bois, parce qu'on a découvert le charbon, et la traite négrière s'est arrêtée. Bon, en Afrique, on nous dit que nos parents étaient très forts pour lutter contre des choses, mais intérieurement, tant qu'il n'y avait pas de l'énergie, la traite négrière ne pouvait pas s'arrêter. On a découvert une source d'énergie et on a arrêté la traite négrière, on a repris avec la colonisation parce que quelque part,
il fallait rechercher du coup ces énergies-là, dont il faut chercher à occuper des territoires, occuper là où il y a de l'énergie. C'est les causes ou bien les causes des guerres, les causes des politiques de ce monde-là est intrinsèquement liée à l'énergie. Bon, on peut détourner notre attention sur beaucoup de choses, mais c'est un peu ça. Et tant que l'Africain, nous ne comprenons pas ça, on ne va pas agir dans le bon sens. Ça, c'est les premiers points que je veux quand même nous situer là-dessus. Donc, en 3 siècles, on a quitté de l'énergie renouvelable aux énergies fossiles. Et parce que la quantité est dorénavant limitée, on est en train de vouloir faire une retransition énergétique. On revient aux énergies renouvelables, mais pas les énergies renouvelables du même type qu'on avait. Parce que si 8 personnes, ou bien si 1 litre équivaut à 8 personnes, 1 litre peut équivaloir à 3 mètres carrés de PV produit durant 3 heures de temps. Déjà, ce schéma-là peut nous donner un peu l'idée. Est-ce qu'il faut répartir? Est-ce qu'il faut aller vers les PV? Est-ce qu'il faut rester sur le pétrole, les énergies fossiles pour se développer? Est-ce qu'il faut répartir à l'esclavage? Tout ça, c'est des questions que visuellement, on peut déjà décider. En termes de densité, on voit que les énergies fossiles sont incomparables. 1 litre d'essence est très déplaçable. 1 litre d'essence peut faire assez de choses, que 8 personnes peuvent faire assez de choses que les PV, que les énergies renouvelables que nous sommes en train de chercher là. Donc voilà, on va passer à... Donc je disais que l'énergie fossile, on a attaqué l'énergie fossile et la disponibilité nous est très chère. Parce qu'il y a une quantité déjà définie et il faut encore attendre des millions et des millions d'années pour que les matières organiques que nous sommes en train de produire actuellement puissent encore se transformer en pétrole. Donc, la conclusion est claire, le stock est limité. Le stock est très limité. Et vu que ce sont des hydrocarbures, ça cause 2 problèmes. La combustion des hydrocarbures, pour ceux qui ont déjà fait la science, on connaît la réaction, ça produit du CO2 et le CO2, c'est un gaz à effet de serre qui pollue et qui réchauffe. Et on a 3 problèmes qui sont malheureusement 3 problèmes qui sont liés. Voilà. On a la population, bon, nous ne dormons pas la nuit, on a la population qui quitte de 8,1 et qu'on pense que ça va passer à 8,5 en 2030. Et ça, ce n'est pas un facteur qu'il faut négliger. En 1 siècle, on a quitté de 2 milliards à 8 milliards pratiquement. Tous ces problèmes-là nous mettent face à des problèmes assez sérieux. Insuffisance de matière, insuffisance d'énergie fossile, de stock, et puis le réchauffement climatique, l'occupation désordonnée de la surface de la Terre, par le fait qu'on est en train de trop peupler la Terre. Plus on peuple la Terre, plus on consomme beaucoup plus d'énergie, parce que tout ça est encore lié, une fois de plus. Voilà, je disais que on est actuellement on a un stock assez limité. On dit que ce qui nous reste, normalement, c'est pour le charbon, pour le cas du charbon, on a, je vais prendre simplement cette partie-là. Je pense que vous voyez mon curseur. D'abord, je vais commencer par le centre pour que nous comprenions les chiffres. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas des chiffres compliqués. La consommation énergétique mondiale, on est à 16 TWh par an. On est à 16 TWh par an. Et la quantité de charbon, on est à 900 TWh par an. On est à 900 TWh an. C'est une consommation constante. Pour l'uranium, on est à 300 maximum de TWh an. Pour le pétrole, on est à 240 et pour le gaz, on est à 215. Un calcul simple pour trouver le nombre d'années qui nous reste si on continue avec cette consommation-là. J'ai fait un tout petit calcul. Pour le charbon, si on consomme, si on décide à partir d'aujourd'hui, on ne consommera que de charbon en termes d'énergie, il nous reste 56 ans à consommer le charbon et le charbon sera terminé. Et je ne sais pas, certaines personnes seront encore en vie.
Et si on décide de s'orienter avec notre consommation de 16 TWh sur l'uranium, on va le consommer en 18 ans. Si on décide de s'orienter sur le pétrole, c'est 15 ans. Sur le gaz, ça fera 13 ans et demi environ. Globalement, à partir de 2025, il nous reste 104 ans globalement pour consommer toutes les énergies fossiles qui nous restent. 104 ans, c'est une seule génération. 104 ans, bon, ceux qui ont la chance de Paul Biya seront encore en vie, peut-être, je pense. Donc, je crois qu'il y a nécessité de... Bon, il y a quand même alerte à faire. Étant donné qu'on est en train de grandir en termes de population, j'ai refait les mêmes calculs avec les prévisions de la population sur 2030, par exemple. On sera à 8,5 milliards de personnes. Et la consommation énergétique en 2030 ne sera pas à 16 TWh parce que maintenant, la technologie est en train de grandir. On parle de ChatGPT par-ci, on parle d'envoyer les choses sur la Lune. Voilà. Je disais que la quantité de charbon actuelle est à 900 TWh. Ça veut dire, si on décide de consommer 1 TWh chaque année, on va consommer pendant 900 ans. 1 TWh pendant 1 TWh, on va consommer ça pendant 900 ans. Parce que c'est des calculs qu'on connaît déjà, c'est des quantités qu'on connaît. La quantité de charbon qui nous reste, c'est 900 TWh an. Et pour toutes les autres sources d'énergie. Je disais donc que si on reprend la consommation de 2030, ce qui est prévu en 2030, et on pense d'ailleurs que ça va dépasser ça, parce que ChatGPT ou bien les intelligences artificielles qui sont en train de sortir maintenant, ça nous rend accro à la technologie, et la technologie, ça fonctionne avec de l'énergie, les bases de données, les machines à données qui sont en train de tourner jour et nuit. C'est une quantité énorme d'énergie. Si on prend, du coup, la consommation mondiale prévue en 2030, voilà, et tu as refait les mêmes calculs, donc ça fait 56 ans. Si on prend la consommation en 2030, ça fera 20 gigawattheures par an. Si on revient 20 gigawattheures par an avec la consommation estimée en 2030, il nous reste 45 ans pour le charbon, il nous reste 15 ans pour l'uranium, il nous reste 12 ans pour le pétrole, il nous reste 11 ans environ pour le gaz. Globalement, à partir de 2030, il nous reste 83 ans environ de consommation. L'heure est quand même grave parce que l'heure est grave pas pour le monde parce que les pays développés, ils sont déjà très avancés. Ils sont déjà assez avancés qu'ils vont simplement se tourner vers les énergies renouvelables qui sont, je répète, ne sont pas très denses. Les énergies renouvelables ont encore ce problème de densité-là. Bien que la biomasse et ainsi de suite, c'est assez dense quand même, mais on a assez de problèmes de densité. L'énergie fossile ne peut pas nous mener à grand chose encore, surtout en Afrique, et on a beaucoup tardé déjà. Eux, ils ont consommé le maximum d'énergie fossile qui nous restait. Et on est encore en train de nous obliger à nous tourner vers le renouvelable, qui est une bonne chose en soi, parce que quand on voit la quantité du soleil, la puissance du soleil par an, c'est pratiquement la consommation mondiale pendant des milliers d'années. Quand on voit le vent, par exemple, le vent à lui seul peut suffire la consommation, peut gérer la consommation mondiale. Et la biomasse avec la géothermie, tout ça, ça fait que nous avons encore des ressources, mais faudrait-il qu'on ait des technologies aptes à nous produire une énergie assez dense. La densité d'énergie est assez importante pour une consommation fluide. Donc, voilà. Je vais passer la main à Faiza pour la suite. Ok, merci beaucoup, Casimir. On va passer un peu à la transition énergétique. De nos jours, pourquoi on parle d'urgence de la transition énergétique dans tous les médias ou bien dans tout,
au fait, c'est un peu l'air, au fait, de la transition énergétique. Donc, Fazir, vas-y. OK. Donc, Casimir a essayé d'évoquer des notions plus importantes ici, tout ce qui concerne la révolution industrielle, les émissions de tout ce qui est CO2, mais beaucoup plus. On parle aujourd'hui que l'humanité consomme 30 fois plus d'énergie qu'il y a un siècle. Mais ce n'est pas plus ça. On essaie de voir que les énergies fossiles, ils nous posent deux problèmes. Premièrement, le rejet de CO2, mais aussi, au fait, l'épuisement progressif des ressources fossiles. Donc, la communauté scientifique, elle essaie d'évaluer que si on parle un peu de tout ce qui est changement, il attribue tout ce qui est gaz à effet de serre, tous ces changements au niveau du climat à l'homme, ce qui est sûr, parce que c'est l'homme qui produit tout ça. Donc, les températures, tout ce qui est gaz à effet de serre, il contribue à augmenter de jour en jour. Donc, si on essaie d'un peu de voir les statistiques, par exemple, lors de Covid-19, on voit très bien que les pays industrialisés comme la Chine, par exemple, donc, il produit, par exemple, ici, vous avez les top 10 des pays de 2017 jusqu'à 2023, mais beaucoup plus, ils sont concentrés beaucoup plus sur le cas de Covid-19. On voit un peu que la Chine, tout ce qui concerne le CO2 l'équivalence du CO2, que la Chine a plus de 2122 en termes de millions de tonnes. Et ça, ils ont dit que ce n'est pas bien. Même si on va voir qu'aujourd'hui, au fait, tout ce qui est le pourcentage en termes de... dans le contexte africain, le pourcentage en termes de CO2, l'Afrique, il essaie de dégager juste 4% en termes de CO2. Mais on essaie de voir un peu la globalité et on essaie de projeter ça à 50 ans, ou bien à 50 ans plus tard, ou bien à 30 ans. Donc, apparemment, en 2050, l'Afrique, le nombre de la population sera le quart, au fait, par rapport à la population mondiale. Donc, slide suivant, Casimir. Merci. Donc, à part la crise climatique, ok, sorry. D'accord. À part la crise climatique, on a aussi la baisse de tout ce qui est coût des énergies renouvelables. Désolé, tout ce qui est ENR, c'est énergie renouvelable, on va venir par la suite. Et aussi, on va voir que le prix des panneaux aujourd'hui solaires a chuté de presque de 80% depuis 2010. Parce qu'au début, on parle en 2010, c'est là où on parlait beaucoup plus de tout ce qui est technologie, en fait, les prix compétitifs des panneaux solaires. On dit que souvent, c'était un peu difficile, mais arrivé en 2010, on voit que les prix de tout ce qui est panneaux, ça commence à décroître. Mais aussi, on voit un peu l'avancée technologique. Aujourd'hui, on va voir que on tend vers l'ère des stockages. En fait, on parle des batteries lithium-ion, des batteries aussi, tout ce qui est sodium-ion battery, des batteries à base de Na. Donc, c'est pourquoi ça nous ouvre un peu la porte aux ENR, en fait, aux énergies renouvelables. Mais aussi le soutien un peu politique, ça c'est très important parce qu'aujourd'hui, on parle des ODD, l'objectif de tout ce qui est développement durable, ODD 17, ODD 13. Donc, c'est beaucoup plus les subventions, tout ce qui est règlement, les taxes. Ils font, c'est que, en fait, ils essaient de nous faire comprendre que voilà, il faut qu'on essaie de passer vraiment, c'est cette urgence au fait de passer de l'énergie fossile à l'énergie renouvelable. Donc, on a aussi des investissements verts, des objectifs de neutralité carbone, comme je viens de citer, et aussi les demandes croissantes des citoyens pour une énergie propre, parce que de nos jours, même les citoyens commencent à comprendre un peu que les énergies fossiles sont vraiment nocives à l'environnement. Donc, la transition énergétique, on peut dire que ça désigne simplement l'ensemble des processus structurels. Donc, c'est le passage progressif de tout ce qui est énergie fossile vers des ressources qui sont beaucoup plus renouvelables. Mais pas juste dans la partie production non plus, on parle aussi de la partie de toute la chaîne, on peut dire. Consommation jusqu'à la distribution, en fait, toute la chaîne, production, consommation jusqu'à la distribution. Donc, l'objectif de tout ce qui est transition énergétique, c'est premièrement réduire
les gaz à effet de serre, mais aussi développer un mix énergétique. Un mix énergétique, on peut dire qu'aujourd'hui, on parle pas vraiment, on parle aussi de la transition énergétique, mais la transition énergétique ne peut pas aboutir sans le mix énergétique. Donc, assurer aussi l'accès universel à une énergie propre, comme je viens de dire, c'est d'atteindre les objectifs du développement durable. Merci, Casimir. OK, depuis tout à l'heure, on est en train de parler des énergies renouvelables, on parle beaucoup plus des ENR. Donc, que veut dire ENR? C'est juste, ce sont des sources d'énergie naturellement reconstituées à l'échelle humaine. Il faut savoir que les énergies renouvelables existaient bien avant. Par exemple, au temps jadis, par exemple, les bateaux, par exemple, les moulins. Les bateaux et les moulins, on utilisait aussi dans le cas des chauffages à bois, par exemple. Ils existaient bien avant, mais arrivé sensiblement au XVIIe siècle, en fait, l'ère industrielle, ils ont marginalisé ces énergies en fait, renouvelables. Aujourd'hui, on ne parle pas vraiment des énergies renouvelables, mais pour moi, on parle de cette, pas de la transition, mais je vois beaucoup plus, on essaie d'oublier que vraiment que les énergies renouvelables existent bien avant. On parle de la rétransition, je pense que c'est ça le terme, pas transition, mais cette rétransition, c'est le retour maintenant aux énergies renouvelables. Donc, pourquoi revenir aux ENR? Parce qu'ils ont beaucoup d'avantages, par exemple en termes de durabilité. Par exemple, ils ne s'épuisent pas, contrairement, par exemple, à ce que M. Casimir vient d'expliquer, l'énergie fossile. En termes de localisation, donc on peut avoir des productions locales, par exemple des mini-réseaux, des micro-réseaux, et aussi on peut qui peuvent s'étendre aussi au réseau national. Donc, on avait parlé de tout ce qui est émissions à gaz à effet de serre. On a cette tendance à dire qu'aujourd'hui, les énergies fossiles ils produisent beaucoup de gaz à effet de serre. Il est vrai que les ENR produisent aussi des gaz à effet de serre, mais vraiment, c'est très peu. Et ça aussi, ça crée d'emplois. Aujourd'hui, les ENR ouvrent beaucoup de portes à l'employabilité des jeunes, que ce soit en Afrique ou bien un peu à l'échelle internationale. Donc, on a aussi cette probabilité d'être un peu autonome en énergie. Par exemple, aujourd'hui, on a des micro-réseaux qui sont constitués et ça permet, en fait, au réseau d'être un peu beaucoup plus autonome. Par exemple, on peut avoir un réseau plus batterie, un réseau constitué des PV plus batterie et on est autonome. On ne dépend pas du réseau national. Donc, on va venir un peu faire juste pas une comparaison, mais on va voir ici un peu des comparaisons juste à l'échelle de ENR et énergie fossile. Donc, en termes de critères, donc, on a les ressources qui sont, comme je viens de dire, c'est juste, voilà, ces tableaux, c'est juste pas une répétition, mais ça vous permettra par la suite de revoir. Par exemple, pour le coût sur long terme, le ROI, le retour sur investissement. Par exemple, le retour d'investissement pour l'énergie renouvelable. Par exemple, elle est stable, mais dans le cas de tout ce qui est énergie fossile, par exemple, le prix d'un litre de gasoil, chaque jour, ça change et ça dépend maintenant du marché au fait international. Et aussi la disponibilité locale. Par exemple, il y a le vent un peu partout, mais on ne peut pas, par exemple, trouver des gisements de pétrole dans n'importe quel pays. Donc, on peut passer au slide suivant, M. Casimir. Merci beaucoup. Donc, d'où proviennent les énergies renouvelables? On a déjà dit que voilà, ils sont on a classé ça en 3 sources. Donc, les énergies géothermiques. Donc, ça, c'est le premier. Et par exemple, tout ce qui est géothermie, on exploite un peu la chaleur terrestre, les énergies gravitationnelles. Ici, on a essayé de classer tout ce qui est énergie hydroelectrical energy. Donc, ce sont des énergies qui, par exemple, on utilise beaucoup plus la force gravitationnelle, par exemple, de la Lune et du Soleil. Et après, on a de l'énergie potentielle au niveau de l'énergie marémotrice, par exemple, mais aussi au niveau de l'énergie hydraulique. Et on peut dire la dernière, c'est l'énergie solaire, que ce soit le solaire thermique ou bien le solaire photovoltaïque. Donc, j'ai essayé d'énumérer ici un peu. Ici, l'énergie solaire, on a l'énergie solaire photovoltaïque thermique, mais aussi on a l'énergie éolienne, donc l'énergie éolienne aussi, et l'énergie hydroélectrique. Donc, lorsqu'on parle d'énergie hydroélectrique, c'est vraiment un champ vaste. On peut parler de l'énergie, par exemple, marémotrice, donc l'énergie des marées, mais aussi des micro-hydrauliques, par exemple,
les grands barrages aussi à l'échelle un peu plus petite. Mais aussi pour tout ce qui est éolienne, par exemple, dans les pays développés, on parle de l'offshoring et aussi, par exemple, de onshore. Par exemple, lorsqu'on parle de offshoring, c'est beaucoup plus d'énergie à l'échelle terrestre. Les éoliens qu'on voit un peu partout, un peu à l'échelle terrestre, mais les onshoring, le offshoring, j'allais dire, c'est au niveau de mer. Donc, si je suis un peu... on va passer un peu à la géothermie. Donc, j'ai déjà parlé de ça. Mais sans oublier la biomasse, hein, j'ai oublié la biomasse. La biomasse, c'est beaucoup plus les biogaz, tout ce qui est biogaz, les biocarburants, les déchets, par exemple, les déchets de canne à sucre qu'on utilise dans certaines centrales pour produire de l'énergie. Et aussi, par exemple, on a les pailles au niveau des villages, on peut utiliser ça aussi hein, pour produire de l'énergie. Et aussi les bois. On revient aussi à la méthode ancienne. Si maintenant, on essaie de récupérer, il y a ce processus de récupération, en fait. On ne laisse pas juste les gaz, comment on appelle, il y a cette récupération en fait, du fumée. C'est dans ce cas, on peut parler que le bois, ça constitue aussi des sources de renouvelables. Donc, on peut passer. OK, ici, on va essayer de voir un peu le potentiel un peu africain en termes d'énergie renouvelable. On voit bien ici que dans... est-ce que je peux prendre le pointeur? Okay. Casimir, je peux avoir l'accès au pointeur si moi je ne me présente pas ou bien non? Vous voyez un peu, je peux avoir oui, accès au pointeur juste pour expliquer, voilà. D'accord, ici on voit bien un peu mon diaporama, Casimir, si possible. Merci. Si je passe au diaporama, tu ne pourras pas avoir accès. D'accord, on va expliquer juste on va juste expliquer parce que je voudrais un peu expliquer. Oui. D'accord, on peut passer au diaporama, c'est pas grave. Je vais juste expliquer. D'accord, on voit ici un peu le potentiel un peu d'énergie solaire. On peut dire que vraiment, c'est une richesse qu'on en a. On va voir que tous les pays africains, vraiment, ils ont un gisement vraiment, un bon gisement solaire. Donc, on dit que la moyenne, ça tourne au niveau de 2000 kWh par an. Donc, sensiblement 6 kWh par jour. Donc, on peut dire qu'on peut utiliser ce potentiel en termes d'énergie solaire. Donc, on voit bien un peu l'Afrique, que ce soit l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique du Sud. On peut utiliser l'énergie solaire, pas de problème, en fait, ici. Monsieur Casimir, slide suivant. Donc, je laisse Casimir expliquer. Oui, je pense que Faiz a maintenant un problème de connexion. Ce que je dois dire, c'est que la géothermie, c'est une énergie quand même qu'on... Vous m'entendez? Oui, je crois que tu as eu un petit problème de réseau, je pense. Ah bon, vous ne m'entendez pas? La partie de solaire, vous ne m'avez pas entendu ou bien? C'est bien pour le solaire, maintenant, c'est... La géothermie. Ok, je te laisse continuer ou bien je te laisse continuer, vas-y. D'accord, je disais que le potentialité qu'on néglige, c'est bien le potentiel géothermique de la Terre. On a là une puissance de pratiquement 15 gigawatts à exploiter. Bon, c'est vrai que tous les pays ne peuvent pas exploiter ces 15 gigawatts-là parce que ça, c'est une énergie localisée par région. Ça suit un peu la tectonique des plaques parce que c'est lié un peu aux zones sismiques. Là où le sol a une très grande activité sismique, ils ont beaucoup plus de chance
d'avoir cette énergie géothermique-là, mais que cela ne nous décourage pas tous. Il y a d'autres sources. Hein. Dieu a réparti de l'énergie de façon assez équitable pour tout le monde. On voit que de l'Afrique de l'Ouest, en passant par exemple à l'Égypte, oui, l'Égypte, Kenya et et l'Éthiopie, tout ce qui va avec, c'est quand même une source vive de géothermique. Et la géothermique, c'est quand même une énergie assez facile à exploiter et très solide. Très solide si on arrive à exploiter. Je pense que celui qui tient le monopole en Afrique, c'est le Kenya, qui a pratiquement 40% de son mix énergétique fait de géothermique. Je crois même que c'est le leader africain ou pratiquement mondial parce qu'il y a très peu de pays qui exploitent cette énergie-là. Non pas parce que c'est compliqué, mais parce que tout le monde n'a pas forcément la chance. Hein, parce que quand on voit le Tchad là au milieu, je ne pense pas qu'on a une grande source de géothermie. Le Kenya exploite déjà pratiquement 1 kW, 970 pour être exact, 1 kW de géothermie. Mais il y a tous ces pays-là qui ont un très grand potentiel d'exploitation, mais qui n'ont pas encore commencé à exploiter. L'exploitation de la géothermie, pour avoir une idée, voyons simplement cette coupe-là. D'une partie de la Terre, on coupe 1 km de long, 1 km de large, et puis 1 km de hauteur. Ça fait 1 km cube de roches chaudes qu'on décide de refroidir à 20 degrés tout le temps. Et on dit que cette quantité de roches-là, déjà, peut suffire à produire 13 MW d'électricité pendant 20 ans. 13 MW d'électricité. Vous voyez que la Terre en elle-même a une source assez abondante d'énergie. Et cette façon d'exploiter de l'énergie peut être très variée, à la fois pour la production d'électricité ou même pour la production de chaleur, simplement, parce que généralement en Afrique, on néglige quand même le caractère production de chaleur. On se concentre beaucoup plus sur la production de la lumière et puis de l'énergie électrique pour nos usines, nos quelques petites usines. Mais pour la fraîcheur au mois de décembre ou pour certains au mois d'hiver, on ne tient pas beaucoup compte de ça, mais en Europe, c'est assez important de produire de la chaleur. Et d'ailleurs, la chaleur, à partir de la chaleur, on peut produire beaucoup d'autres choses. Donc, c'est quelque chose à prendre assez en compte. Pour exploiter la géothermie, donc, ça dépend des gisements. Le type d'exploitation dépend un peu des gisements. Et on ne s'élève pas, par exemple, une centrale géothermique qui nous donne simplement une température de 70 degrés ou bien de 30 degrés. On ne va pas aller installer une centrale électrique là-bas pour extraire de l'énergie. Non, non. Ça veut dire si la température produite est supérieure, par exemple, à 100 degrés, là, on peut exploiter cette source-là pour produire de l'énergie. Parce que le système à installer, il faut quand même une vapeur qui soit chauffée à plus de 100 degrés. Mais si c'est inférieur, on peut utiliser la chaleur de la géothermie comme sur cette image-là. Donc, sur cette image-là, on voit des capteurs qui sont enfoncés au sol et on capte simplement l'énergie pour chauffer nos maisons, simplement. Et donc, voilà quelques types d'exploitation de la géothermie. Et je ne sais pas si Faiza est encore là. Oui, je suis là. Au fait, je voudrais ajouter quelque chose pour la géothermie. Pourquoi en Afrique, vraiment, on ne s'intéresse pas à la géothermie? C'est dû aussi au fait un peu à notre climat. Par exemple, en France, on utilise la géothermie pour les hôpitaux, par exemple. On utilise beaucoup plus pour les bâtiments publics, parce que là-bas, c'est beaucoup plus, on parle un peu de l'efficacité énergétique. Ils ont déjà l'énergie. Ils passent maintenant à l'efficacité énergétique, même dans la plupart des pays européens. Aujourd'hui, ici en Afrique, notre priorité, c'est déjà d'avoir l'énergie. C'est vrai qu'il y a des gisements, mais vraiment, on ne s'intéresse pas beaucoup à développer la géothermie. Mais souvent, la géothermie, c'est beaucoup plus tout ce qui est bâtiment, tout ce qui est consommation, réduire un peu le prix de chauffage. Parce qu'en France, je peux dire 40%
de l'énergie, c'est dans les bâtiments. Donc, c'est pour réduire un peu les factures énergétiques qu'on utilise l'énergie géothermique. OK, on va passer un peu à l'énergie, à l'éolienne. Donc l'éolienne, c'est vraiment l'un des énergies, après, je sais pas, après le solaire, c'est vraiment prometteur. Et ça aussi, c'est pas dans tous les pays africains, mais c'est beaucoup plus les pays côtiers, tels que le Maroc, par exemple, l'Égypte, l'Algérie, mais aussi l'Afrique du Sud, les régions du Sud, en passant par le Kenya et l'Éthiopie, la Mauritanie, le Namibie et aussi l'Afrique du Sud. Donc, si on essaie de voir un peu la densité, c'est-à-dire en termes d'auteur et la densité d'énergie en termes de puissance éolienne, surtout lorsqu'on est à 100 mètres d'altitude, et on essaie de voir aussi la vitesse du vent. C'est dans ce sens, on voit qu'ici, même par exemple au Maroc, on peut voir que à Tanger, par exemple, l'éolienne est vraiment prometteur. Mais ça ne peut pas être aussi, par exemple, les villes comme Casablanca, par exemple, où il fait extrêmement, je peux dire Marrakech, par exemple, où il fait extrêmement chaud. Donc, il faut des études préalables pour dire que voilà, cette localité, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon. Même si on peut dire dans un pays, on peut répartir en fonction de la vitesse du vent. Donc, il faut voir que les zones en bleu, par exemple, ici, et en vert, c'est les pays où on peut installer des éoliens. OK, on peut aller. Page suivante, M. Casimir. OK, on parle ici de l'hydroélectricité. Donc, il faut savoir que l'hydroélectricité, depuis des temps jadis, on utilise cette énergie. Et c'est vraiment très prometteur parce que l'hydroélectricité a une particularité. En termes de puissance, on peut avoir des barrages allant de, par exemple, 600 gigawatts. Par exemple, en RDC, moi, lorsque je suis en train de faire les statistiques, on me dit qu'il y a un barrage. Je pense que les gens de RDC en Éthiopie, si vous êtes avec nous, vous pouvez nous confirmer qu'il y a des barrages sensiblement de 6450 mégawatts en termes d'hydroélectricité. Et ça, c'est une bonne chose parce qu'avec le chute d'eau, c'est-à-dire avec les chutes d'eau, on peut tourner des turbines qui peuvent générer qui peuvent générer de l'électricité. Donc, on va voir aussi dans les pays comme Mozambique, par exemple, on est à 2075 mégawatts. En RDC, par exemple, on est à 40 gigas. Et ça, c'est vraiment important. Imaginez que 40 gigas, on peut électrifier les villes et les provinces. Par exemple, même si le gisement solaire, c'est important, il faut savoir que l'hydroélectricité, si on fait un peu l'étude autour de CAPEX, OPEX et tout, moi, je pense que, à mon humble avis, l'hydroélectricité, c'est vraiment intéressant. Et il faut savoir que c'est pas dans tous les pays où on peut avoir en fait ce potentiel. C'est vrai que c'est un peu limité, par exemple, au Tchad, par exemple, on n'a pas de grands bassins fluviaux, par exemple. Par contre, le Niger, oui, le Congo, oui, la Zamibie aussi, oui, un peu. On vient ici, est-ce qu'on peut zoomer? Je voudrais. Surtout les pays d'Afrique centrale, c'est vraiment compliqué. Mais les autres pays, par exemple, les pays un peu côtiers, oui, et aussi les pays d'Afrique du Nord. On va essayer de voir un peu les statistiques, quelques chiffres. Donc actuellement, en fait, ce sont les données récentes et je parle un peu, je vous donne un peu la source, c'est Global Energy Monitor, ça donne un peu les données un peu en temps réel. Donc ici, on voit un peu la puissance des centrales déjà construites, c'est-à-dire le cumulé des centrales déjà construites en termes de solaire, éolien, hydroélectricité, la géothermie et aussi la biomasse, au fait, sur toute l'étendue des pays, sur toute l'Afrique, on voit. Donc, ici, pour tout ce qui est solaire, on est à 8 000 mégawatts. Pour tout ce qui est éolien, on est à 5 000. Pour tout ce qui est, comme je viens de dire, tous les projets hydroélectriques, on est à 15 000. Et pour les projets de géothermie, on est à 250 mégawatts. Et tout ce qui est projet biomasse, c'est 120 mégawatts. Donc, actuellement, si on fait une somme cumulée, on va avoir 28 070 mégawatts des ENR. Donc, actuellement, on est à 28 000 de tout ce qui concerne tout ce qui est énergie renouvelable.
Mais ils ont fait aussi des études, par exemple, il y a des centrales qui sont en phase de construction, qui ne sont pas encore finies. Donc, ils disent que ça reste encore 134 000, par exemple, des mégawatts qui ne sont pas encore intégrés dans ce calcul cumulatif. Donc, des fois, ça retarde un peu parce qu'en Afrique, comme on sait, il y a des projets qui commencent, mais que ça n'a fini jamais. Il y a des centrales qui sont là, faute de maintenance. On va voir que ces centrales sont en arrêt. Donc, peut-être cela est dû ou bien faute de financement, on ne sait pas. Et aussi, des fois, on signe des conventions, mais pas d'autorisation, par exemple, pour le commencement. Donc, il reste encore 134 000 de mégawatts à installer. Donc, on peut passer au diapo suivant. D'accord. Ici, j'ai pris un exemple un peu de la dernière, de la dernière étude statistique de l'IRENA, de l'Agence internationale d'énergie renouvelable et tout. Et je pense que ceux de l'énergie ici, ils ont déjà vu ces chiffres et tout. Donc, j'ai essayé de vous donner un peu la puissance globale. Donc, ici, la puissance globale en termes de l'énergie renouvelable dans le monde, en termes de mégawatts, on est à 4 millions. Donc, on est à 4 millions de mégawatts. Ça, c'est en termes de la puissance mondiale. Mais lorsqu'on voit un peu l'Afrique, on est à 66 000. Donc, et depuis 2015 jusqu'à 2024, hein, ils ont commencé à estimer la puissance de 2015 en 2024. Donc, j'ai essayé de voir un peu la croissance absolue en Afrique de 2015 en 2024. On peut dire qu'ici en 2024, on a atteint, de 2015 à 2024, on a 66,9 gigawatts ajoutés. Donc, soit plus de 92% d'augmentation. Mais on voit un peu qu'en Afrique, il y a encore de baisse. Par exemple, dans le monde, on a 1,88% de capacité mondiale. Mais en 2024, en Afrique, on a 1,5%. Donc, on peut dire que malgré la croissance, la part de l'Afrique, elle est vraiment, ça diminue en fait, ça diminue au lieu que ça augmente. Par exemple, pour les autres pays, on a par exemple, si on fait le ratio, on est à plus 40% en fait, alors qu'en Afrique, on est à plus 92%. Donc, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Qu'est-ce qui ne marche pas en fait? Est-ce qu'en Afrique, il n'y a pas beaucoup d'investissements? Ou bien on ne fait pas des projets qui attirent les investisseurs? Ou bien c'est un peu la politique. C'est la politique qui n'encourage pas les investisseurs à venir. Donc, ce sont des questions qu'il faut vraiment que nous, les Africains, ici, on essaie de se poser. Donc, on dit que la part de la capacité mondiale, par exemple, en Afrique, ça diminue. Alors qu'en Europe, par exemple, et en Asie, on voit bien que la part d'énergie renouvelable, ça augmente de jour en jour. Et je vais énumérer quelque chose avant qu'on passe. Voilà. Par exemple, il faut essayer de voir un peu le pourcentage d'Afrique par rapport à... just une minute, Casimir. Un peu le pourcentage d'Afrique par rapport au reste du monde. Par exemple, si on fait le ratio Afrique-monde, on va voir, par exemple, en 2018, on est à 2,04. Mais après, ça chute. Donc, c'est comme si c'est pas vraiment stable. On est à 1,8, des fois 1,86. Mais par exemple, en 2024, au lieu qu'on atteint, par exemple, le ratio de 2, ou bien comme en 2018, on est encore retourné à 1,50. Donc, il faut vraiment, ce sont des questions qu'on doit se poser. Qu'est-ce qui ne marche pas? Pendant que les autres pays, ils essaient d'augmenter, ils font l'effort maintenant d'augmenter. En Afrique, qu'est-ce qui ne marche pas? Et des fois, il faut savoir que les financements, ça varie. Par exemple, l'Afrique du Nord. Aujourd'hui, si on voit bien l'Égypte, par exemple, ils sont bien. Par exemple, lorsque tu vois les statistiques d'IRENA, Égypte et certains pays d'Afrique du Nord, ils sont bien. Ils augmentent chaque année, en fait. Et aussi, il faut savoir qu'il y a certains projets, par exemple, qui sont commencés, mais ils ne sont pas recensés en Afrique. Donc, il n'y a pas de données vraiment, et des fois, il n'y a pas même de database pour récolter tous les projets en Afrique et par la suite faire la statistique. Donc, on peut passer, M. Casimir. OK, ici, on va essayer de parler un peu des freins au développement de tout ce qui est ENR en Afrique. Donc, ça aussi, j'ai pris les données de IRENA, voilà.
Ils ont essayé de diviser un peu la répartition en Afrique, Afrique du Nord, Afrique de l'Est, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale et l'Afrique du Sud. Ici, vraiment, dès qu'on voit un peu les chiffres, donc ils sont déjà en USD, en milliards de USD, milliards américains, on voit vraiment ici l'Afrique du Nord, ils sont déjà 1,9 des milliards USD. L'Afrique de l'Ouest aussi, pas mal. L'Afrique de l'Est aussi, il y a de l'investissement. Lorsqu'on voit bien certains coins de l'Afrique, comme l'Afrique centrale, c'est dommage, même si je fais partie de l'Afrique centrale, l'investissement, on voit bien que est des euros, en fait. Par exemple, l'investissement global de 2000 à 2009, et ça va, en fait, ça, de 2010 à 2020. Donc, avant, on peut dire, déjà, il y a des gens qui ont commencé cette transition énergétique beaucoup plus tôt. Par exemple, je pense que ça se voit un peu dans les chiffres, l'Afrique du Nord, par exemple, et aussi l'Afrique de l'Est. Mais l'Afrique centrale et l'Afrique du Sud, ils n'ont pas encore commencé, on peut dire, la transition ou bien l'investissement dans tout ce qui est renouvelable. Mais arrivé maintenant, aujourd'hui, en 2020, on voit bien ici que l'Afrique du Sud, vraiment, c'est eux qui sont au top. Actuellement, on est en 2025, je n'ai pas pris les chiffres de 2025, et je me suis basée sur les chiffres de 2020. On voit que l'Afrique du Sud, ils sont au top en termes d'investissement. Mais on va voir que l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, il y a encore des efforts. Il y a encore des efforts à fournir, en fait, dans nos pays, que ce soit Afrique de l'Est ou bien Afrique centrale ou Afrique du Sud. Et on peut dire que l'Afrique du Nord, voilà, ils font vraiment l'effort. On est à 17 milliards de USD. Donc, on voit vraiment l'effort qu'il y a certains coins d'Afrique, ils sont en train de faire d'efforts, et aussi l'Afrique du Sud. Donc, c'est ici un peu la répartition. Ils ont dit que l'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud, par exemple, ils sont à 38% au fait d'investissement. Après, ça vient l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Est et l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, ils viennent aux dernières positions, surtout l'Afrique centrale. Donc, il y a plusieurs freins au développement de ZNR, et c'est beaucoup plus le coût d'investissement qui est élevé, donc souvent dans les pays africains. Et aussi, il faut savoir que c'est aussi la chaîne, en fait, toute la chaîne. On voit un peu de tout ce qui est parti matériel jusqu'à la production. Par exemple, il y a des pays qui ne sont pas enclavés. Par exemple, il y a des pays africains qui sont enclavés, et des fois, c'est difficile. Même le transport des panneaux, revenir dans ces pays, ça, il y a un souci, il y a un grand problème. Deuxièmement, aussi, c'est comment attirer maintenant les investisseurs en tant que nous, Africains. Par exemple, aujourd'hui, grâce à l'ODD, l'objectif de développement durable, on peut attirer des investisseurs. C'est pourquoi il faut faire des fiches projets, et voilà, il faut avoir des lois et aussi des réglementations qui aident maintenant ces privés, les IPP surtout, à venir investir. Ou bien, si on parle un peu des organismes comme la Banque mondiale, la BID, tout ce qui est BID, tout ce qui est BAD aussi. Donc, il faut les attirer. Mais pour cela, il faut vraiment rédiger et avoir des stratégies sur le plan national qui les incitent maintenant à venir investir. Mais aussi la capacité, on vient un peu de l'insuffisance des infrastructures. On parle aussi des réseaux de transport et de distribution. Il faut savoir qu'en Afrique ici, il y a des réseaux de tout ce qui est transmission. Il y a des lignes, il y a certains endroits, il y a que des lignes BT en Afrique. À certains endroits, il y a des lignes HT. Et ces lignes BT-HT, des fois, c'est construit il y a de cela 20 ans, 30 ans. Donc, il faut imaginer qu'on doit injecter, on doit faire des centrales hybrides, on doit injecter au réseau. Des fois, c'est difficile. Comment on peut injecter? Des fois même, ces lignes sont saturées. Par exemple, ces lignes, ils ont des câbles bien spécifiques. Et lorsqu'on doit injecter, on doit on peut changer un peu ces sections de câbles ou bien faire d'autres pylônes, peut-être pylônes de transmission, et ça aussi, ça nécessite un coût d'investissement aussi. Donc, il y a aussi le côté rural. Il y a des zones rurales où c'est difficilement vraiment, on peut pas, c'est vraiment accessible, par exemple, pour faire, par exemple, des centrales solaires centralisées. Donc, il faut faire des centrales solaires décentralisées. Donc, malheureusement, on peut dire que c'est vrai, aujourd'hui, il y a pas mal des ingénieurs et des techniciens africains
il reste aussi beaucoup de volets qu'on n'a pas, que je n'ai pas encore énumérés. Par exemple, pour tout ce qui est EMS, Energy Monitoring, par exemple, c'est compliqué. Aujourd'hui, ce n'est pas juste venir faire des centrales et voilà, et les laisser. Déjà, même le côté exploitation, ça cause beaucoup de problèmes. Vous allez voir qu'en Afrique, il y a des centrales solaires de 30 mégas, de 30 mégas. Ils vont construire bien les centrales, par exemple, les Chinois ou bien les Européens, mais vraiment l'exploitation cause des soucis. Pourquoi? Parce qu'on ne maîtrise pas le côté monitoring, c'est-à-dire le côté exploitation. À quel temps il faut charger la batterie, à quel temps il faut décharger la batterie. Si maintenant on a des pannes au niveau des batteries, comment on doit faire? Et c'est beaucoup plus, l'exploitation cause vraiment beaucoup de problèmes, même si on a des techniciens formés en tout ce qui est production, il y a l'autre chaîne, le transport et la distribution, qu'il faut vraiment élever le défi dans ce sens. Et voilà, les opportunités en Afrique, il faut savoir qu'aujourd'hui, lorsqu'on fait des fiches de projet, les gens, ils tiennent compte de tout ce qui est création d'emplois, la réduction de la pauvreté, de l'indépendance énergétique, ou bien on peut parler aujourd'hui du mix énergétique, mais aussi, on parle aussi de l'innovation, en fait, de l'innovation, mais beaucoup plus, les gens, ils voient le côté un peu environnemental et le côté social. Donc, si on arrive à atteindre des objectifs, genre, ce projet, ça aide X habitants ou, par exemple, 100 ménages au village, et on voit un peu que, voilà, le côté environnemental, il y a le côté social, les gens on va essayer d'attirer un peu les investisseurs et beaucoup plus permettre à l'Afrique d'avoir une énergie beaucoup plus propre et voilà. Moi, je suis en train, permettez-moi d'énumérer quelque chose. Ici en Afrique, déjà, tout ce qui concerne transition énergétique, on peut en profiter pour vraiment électrifier nos zones parce que c'est là où on peut profiter. C'est là où on peut profiter pour avoir des centrales, que ce soit hybrides ou bien des centrales, des micro-réseaux qui ne sont pas connectés au réseau, par exemple pour l'électrification rurale. Et pour passer à cela, il faut vraiment des stratégies. Il faut, comme je viens de dire, attirer des investisseurs. Parce que, par exemple, pour les pays d'Afrique, pour les pays européens, eux, maintenant, leur souci majeur, ils ont déjà l'électricité, ils pensent maintenant à comment gérer, comment réduire la facture énergétique. Mais nous, notre souci majeur, c'est premièrement d'avoir l'électricité. Il faut savoir que la zone, tout ce qui est rural ou bien tout ce qui est zone, il faut savoir que, par exemple, les enfants du village ou bien les enfants qui sont au village sont les meilleurs. Aujourd'hui, il faut qu'on pense qu'on donne juste l'électricité à des foyers au village et ces enfants, ils ont l'accès déjà à l'éducation. Et voilà, c'est le pays qui gagne. Donc, il faut qu'on pense dans ce sens que lorsqu'on vient en Afrique ou bien on est ingénieur en Afrique, il faut qu'on pense beaucoup plus au social. Donc, je pense que j'ai fini. Je pense que on va essayer de laisser un peu de temps pour tout ce qui est questions. Et aussi, si vous avez des compléments d'informations à nous ajouter, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont des profils énergie, donc on peut apprendre aussi de vous. Donc, merci beaucoup. On attend vos questions et aussi vos différents ajouts par rapport à notre présentation. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Oui, je remercie encore je vous remercie encore pour les réactions là. Et s'il y a des questions, nous sommes tout oui. Et normalement, il y a beaucoup d'ingénieurs et de doctorants en énergie que je vois ici. Je pense qu'ils auront beaucoup de choses à ajouter aussi. Mais qu'à cela ne tienne, je pense que pour les prochaines, ça c'est vraiment l'introduction, la globalité, les défis et le problème qu'on a devant nous. Parce que souvent on pense que non, c'est nous qui allons choisir l'énergie que nous allons utiliser. Mais les lois dans les marchés de l'énergie qui sont en train de se dresser, c'est vraiment contre nous et on n'aura pas le choix. En Afrique, on n'aura pas le choix parce que désormais, quand tu fabriques quelque chose en Afrique, bon, quand tu fabriques, par exemple,
une moto et que tu veux vendre en Europe, les Européens ont déjà une loi pour dire que est-ce que cette moto-là est fabriquée à partir des énergies renouvelables ou bien c'est l'énergie renouvelable qui a été utilisée pour fabriquer. Sinon, on n'achète pas ce que tu es en train de vendre. Donc, on nous oblige déjà à nous tourner. Comment prendre ce virage-là, ça, c'est vraiment important. Dans les prochains cours, on va rentrer un peu en détail. Des énergies, par exemple, solaires, les PV, les CSP, tout ce qui est solaire, hein, toute la gamme solaire. Et puis l'éolienne, on va détailler, peut-être pas trop technique, mais on va quand même détailler comment calculer une puissance d'une source, par exemple. Voilà. On va aller dans ce sens-là et à la fin, on pourra donner globalement le côté technico-économique, le côté économique comparé, qu'est-ce qu'il faut choisir par rapport à quel pays, qu'est-ce qu'il faut choisir par rapport à telle condition et voilà. C'est dans ce sens-là que nous sommes en train d'aller et donc, je ne sais pas, je vais lire les questions, Faiza. Ok, je vais essayer de lire les questions, par la suite on va les répondre, ok? Ou bien on va essayer de répondre une par une. Merci beaucoup. Je veux juste savoir une idée sur les énergies renouvelables et l'IA. Est-ce qu'il y a une relation ou bien est-ce qu'on peut intégrer? Si oui, comment? Et merci beaucoup. Bon, là, je vais donner mon avis, Khadija. Je vais donner mon avis. Le problème, c'est que, en fait, on pense qu'on est en train d'aller vers une solution. Comme j'ai dit, on n'est pas en train de remplacer les sources d'énergie. D'ailleurs, si on invente actuellement, si on invente la meilleure technologie de production d'énergie, connaissant l'homme, nous n'allons pas substituer l'ancienne source d'énergie, mais nous allons simplement rajouter nos besoins. En fait, c'est ça le problème. Et ça, c'est un gros problème quand même pour comprendre, pour comprendre cette transition-là, parce que on pense qu'en innovant, on est en train de régler un problème. Non, l'homme sait que si tu augmentes, par exemple, la vitesse de connexion, par exemple pour l'Internet, on dit non, on a besoin de beaucoup plus de connexion, on a besoin de la 5G. Oui, c'est ça, on a besoin de la 5G, on a besoin de la 6G, je ne sais pas. Mais en donnant ce confort-là à l'homme, au lieu d'utiliser cela pour aller rapidement chercher quelque chose et ressortir, on passe plutôt beaucoup plus de temps. Par exemple, parce qu'on a la 5G, on aime scroller les réseaux et passer beaucoup plus de temps en ignorant qu'en passant beaucoup de temps dessus, c'est des kilowattheures d'énergie qu'on est en train de consommer. Vous voyez. Et avec l'IA, c'est aussi ça. On pense qu'en innovant, peut-être on va avoir des solutions à nos problèmes. Non. Le problème, c'est qu'on va juste ajuster, on va ajuster nos besoins pour consommer encore plus, en fait. Et ça, c'est un grand problème. Pour la transition énergétique, c'est un grand problème. Est-ce qu'il faut reculer? Est-ce qu'il faut garder nos technologies telles que nous sommes? Parce que je pense que la solution des énergies ou bien la solution de la transition, ce n'est pas dans l'innovation. Non, je ne crois pas trop en ça. Moi, je crois que c'est dans la moralité, c'est dans l'éducation de l'humain, c'est comprendre les défis que nous avons là, c'est comprendre qu'on n'a pas beaucoup et il faut chercher à économiser ce que nous avons. Parce que l'efficacité énergétique, comme Faiza a dit, ça prend 50% des parts de la transition énergétique. On aura le temps de développer ça aussi par la suite parce que c'est pas un petit sujet. Je crois qu'une formation de 8 heures de temps, résumer toute une filière de 2 ans, de 3 ans, ça ne sera pas évident, mais on va faire l'effort pour le moment. Est-ce qu'il y a une liaison entre IA et énergie renouvelable? Oui, il y a une relation. Personnellement, je pense qu'il y a une relation, mais cette relation-là est plutôt, les biologistes parlent d'un rétrocontrôle négatif, là, je pense. Je pense que cette relation-là va plutôt agir négativement sur les énergies renouvelables. On essaye de produire beaucoup plus, on essaye d'avoir une part considérable des énergies renouvelables dans notre mix énergétique, mais le problème, c'est que parce qu'il y a l'IA, on va consommer automatiquement cette source-là. L'IA favorise beaucoup de choses, mais pas sur la consommation énergétique. Je ne sais pas si Faiza a quelque chose à ajouter là-dessus. Ok, merci beaucoup, Casimir. Ok, je pense que la question, c'est de savoir est-ce qu'on peut avoir
l'IA et énergie renouvelable, est-ce qu'on peut intégrer? Moi, je pense que oui, parce qu'aujourd'hui, on utilise tout ce qui est par exemple, au niveau des prévisions. On utilise des algorithmes de prévision pour prédire un peu tout ce qui est, par exemple, production solaire ou bien éolienne pour pour les prochains jours, mais beaucoup plus dans le côté tout ce qui est smart grid, par exemple. On essaie d'utiliser par exemple, tout ce qui est ML. Par exemple, je pense qu'on utilise tout ce qui est le Q-learning, le reinforcement learning algorithme, et ça permet un peu de nous donner un peu, par exemple, la gestion de l'énergie. Par exemple, comment on peut gérer l'énergie, surtout dans certains pays, comment on peut, par exemple, réduire ou bien favoriser maintenant les énergies renouvelables en dépendance du grid principal, le réseau principal. Donc, je pense qu'aujourd'hui, l'IA, on peut dire c'est un peu partout, même en énergie, on peut utiliser dans les problèmes d'optimisation, les problèmes de prévision. Et on parle aujourd'hui maintenant du stockage intelligent. Vous savez aujourd'hui, par exemple, pour tout ce qui est batterie, on essaie de programmer. Par exemple, à 9 heures, lorsqu'on a une production de X kilowatts ou bien mégawatts, ou bien on peut commencer déjà à recharger notre batterie. Et ça, c'est l'IA qui fait ça. Donc, il ne faut pas attendre à ce qu'on va à 9 heures sur notre téléphone avant de venir, par exemple, charger les batteries. L'IA, il fait ça directement. Je pense que ce qui a posé la question, c'est Khadija Al-Mustaqim. Si je suis un peu, voilà, on a répondu à ta question ou bien on peut ajuster encore. Khadija, c'est OK ou bien Je crois que tu as dit merci beaucoup. Je ne sais pas si... OK. Si elle... OK, Casimir, on peut passer aux autres questions. Il y a Eric qui dit en tenant compte de tout le processus de fabrication des composants, panneaux solaires, les éoliennes, qui nous servent à utiliser ou exploiter les énergies renouvelables, peut-on dire qu'il y a une réelle transition énergétique? Aussi, je voudrais savoir le lien entre le mix énergétique et la transition énergétique. OK. Je peux commencer à répondre ou bien tu vas... Bien sûr, vas-y. Je vais commencer par la dernière question, le lien entre le mix énergétique et la transition énergétique. En fait, la transition énergétique, c'est deux volets. C'est deux volets qu'il ne faut pas dissocier. À la fois, dans la définition que Faiza a présentée, je me rappelle, elle disait que c'est tout le processus de transformation structurelle, si je me rappelle bien, structurelle, qui change la façon de produire, qui change la façon de consommer l'énergie et qui change la façon de distribuer. Pourquoi le mix? Le mix, c'est que dans la production, il faut ajouter ou bien il faut augmenter la part des énergies inépuisables. Je n'aime pas trop le terme renouvelable, mais inépuisable. Il faut ajuster ou bien il faut ajouter la part des énergies inépuisables tout en gardant quand même un minimum de part des énergies fossiles. Le mix, c'est ça, ça veut dire pouvoir, parce que il y a quelque chose il y a un domaine, là, on parle de l'analyse du cycle de vie. Je pense que vous connaissez, pour les scientifiques qui sont ici. L'analyse du cycle de vie, c'est de dire que utiliser telle énergie dans tel domaine est plutôt bien économiquement, plutôt bien et environnementalement, mais la même énergie utilisée dans tel domaine n'est pas bien. Vous voyez? Du coup, il faut chercher à avoir un mix de telle sorte que chaque énergie qu'on peut utiliser son maximum dans un domaine et de façon beaucoup plus efficace. Il faut orienter cette énergie-là vers ce domaine. Par exemple, je vous prends un exemple.
l'hydrogène. Je pense que vous avez déjà écouté parler de la production d'hydrogène. On dit que l'hydrogène, par exemple, n'est pas bien pour le transport, par exemple. C'est un exemple. On va dire que ce n'est pas bien pour le transport, mais c'est plutôt bien pour l'industrie. Ce n'est pas bien pour l'industrie, mais c'est plutôt bien pour les hôpitaux. Ce n'est pas bien pour les hôpitaux, mais c'est plutôt bien pour... Il faut chercher à savoir quel est le mix idéal pour chaque domaine. Comme ça, avec le mix énergétique que nous avons dans la façon de produire, l'éolien sera orienté à un domaine précis, là où on peut utiliser le maximum de sa capacité. Et le solaire aussi, les PV, les concentrateurs et ainsi de suite, on va les orienter de la très bonne façon. Ça, c'est pour le mix énergétique. Et la transition énergétique, je disais que ces deux volets, c'est aussi l'efficacité énergétique. Un exemple. Au lieu par exemple, pourquoi le volet efficacité énergétique est beaucoup plus intéressant? Parce que tu as produit déjà une source d'énergie. Tu as déjà produit, je vais dire, du n'importe quoi, 100 kWh, par exemple, d'énergie. Et la façon de consommer varie. Est-ce que tu vas acheter les ampoules LED, je vais prendre un exemple simple, les ampoules LED qui consomment 15 watts, ou bien tu vas aller chercher des ampoules de 100 watts directement. En 1 heure de temps, ton énergie est finie. Alors qu'avec les LED, l'énergie, tu peux consommer ça peut-être en 4 heures de temps, la même quantité d'énergie, mais en 4 heures de temps. Donc, je vais dire que le mix énergétique est dans la transition énergétique. La transition énergétique, je vais dire, la transition énergétique, c'est le mix énergétique plus l'efficacité énergétique. C'est ça la liaison pour cette question. Voilà. Je ne sais pas si Faiza, tu veux ajouter quelque chose, sinon on va passer à... Ok, on pourra passer. Bon, je pense que Casimir a presque tout expliqué. Je voudrais ajouter quelque chose. Lorsqu'on parle de tout ce qui est transition énergétique, Casimir a déjà évoqué, on parle de l'efficacité énergétique et de mix énergétique. Ce sont des objectifs de tout ce qui est de la transition énergétique. Donc, Casimir a essayé d'expliquer un peu vraiment globalement. Donc, on peut pas dire qu'aujourd'hui, on peut aboutir cette transition sans parler du mix énergétique. Parce que il faut, de nos jours, tu peux pas te fier juste au solaire ni à l'éolienne. C'est aussi, c'est arriver à cette autonomie, en fait, autonomie de production. Donc, autonomie de production, autonomie de distribution et aussi autonomie de transport. On doit passer par cette mix. Et ça aide, en fait. Il y a beaucoup d'avantages. Je pense que pour ta première question, en tenant compte du processus de fabrication des composants de panneaux éoliennes que nous allons utiliser et exploiter, voilà. Je pense qu'ici, on peut parler encore aujourd'hui de transition énergétique, même si on sait que voilà, tout ce qui est production des panneaux ou bien éoliennes, on consomme, il y a beaucoup de rejets de gaz à effet de serre. Mais comparant juste à 24 heures de production, par exemple, d'une centrale à charbon, par exemple, ou bien à base de, on peut dire, HFO, des fuels lourds, je pense que c'est beaucoup plus mieux. C'est dans ce sens où aujourd'hui on parle un peu de la transition énergétique parce qu'on essaie d'évaluer, on essaie de comparer aussi tout ce qui est le tonne équivalent de CO2 des technologies renouvelables comparant aux technologies fossiles. Donc, j'espère qu'on a répondu un peu à ta question. Si je peux ajouter à cette partie-là, quand on met en place une technologie de production d'énergie, on voit le COP. Chaque technologie a un COP qui est le coefficient de performance énergétique. Ça veut dire quoi? Toute l'énergie qu'on a mis pour produire cette énergie-là. Par exemple, je mets 1 kWh d'énergie et l'éolienne me produit, par exemple, 4 kWh d'énergie. Je vais dire que le COP, c'est 4 parce que je prends l'énergie produite sur l'énergie initiale intégrée. Vous voyez. Et chaque technologie, on connaît déjà c'est quoi le COP pour telle source d'énergie, c'est quoi le COP pour telle. Du coup,
à ta question, parce que les gens posent souvent cette question, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il faut mettre en place un système qui utilise déjà le pétrole pour être conçu? Parce que je pense que c'est ça l'idée de la question. Pourquoi les panneaux solaires sont fabriqués par on va aller fondre des aciers avec du pétrole et puis on va fabriquer quelque chose alors qu'il a déjà consommé des fossiles? Non. Les scientifiques évaluent tout ça et ils voient si une technologie est viable, est fiable, est-ce que c'est tolérant pour l'environnement en fonction de l'énergie que cette dernière technologie va produire. Donc voilà un peu ça. Et Hamid dit en quoi les énergies renouvelables représentent-elles une solution durable face aux effets du changement climatique? Il y a 2 points. Les énergies renouvelables, comme j'ai dit, c'est pas une solution de Dieu, mais c'est une solution qui peut encore mieux prolonger notre mort, en fait. C'est ça la vérité. Parce que, imaginons, par exemple, je prends un bulldozer qui fonctionne à l'énergie verte, fonctionne aux énergies renouvelables. Un bulldozer qui va raser une forêt en 2 heures de temps. J'aurais rasé la forêt, quand bien même que le bulldozer fonctionne aux énergies renouvelables. Le problème, c'est moi. Vous voyez un peu. Et le changement climatique est lié aussi à cette désertification-là, dont les énergies renouvelables c'est pas vraiment un saint graal vers lequel tout le monde, non, c'est pas la solution miracle. La solution, c'est dans notre façon de penser aussi. On ne peut pas utiliser, comme j'ai dit, on ne peut pas utiliser un pistolet. Je crois que c'est la Chine dernièrement, je disais sur Facebook, qui a fabriqué une bombe à hydrogène. Ça veut dire que ça tue beaucoup de personnes sans dégrader l'environnement. Mais ça n'enlève en rien le fait que tu as tué quand même. Vous voyez un peu la chose. C'est pas parce que c'est avec quoi on tue est renouvelable que notre geste de dégrader cet environnement-là n'a pas été acté. Vous voyez un peu. On continue à exploiter beaucoup plus, alors qu'on ne gère pas ce qu'on... Donc, on ne gère pas ce qu'on a déjà. Le changement climatique, vraiment, pour baisser ces effets-là, il faut que notre approche des choses change, en fait, notre appétit gargantuesque à l'énergie. Comment on veut toujours, même si on dort, il y a des personnes qui veulent allumer la lumière. Vous voyez, certaines personnes sortent de leur maison et laissent la télé ouverte, par exemple, ou bien allumée. Voilà un peu tout ça là qu'il faut changer. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais les énergies renouvelables, au Tchad, c'est un tournant obligatoire. Voilà. Parce que vu la quantité d'énergie qui reste, je ne sais pas si, Hissène, est-ce que tu vois les statistiques? Il faut aller à la raffinerie pour demander quelle quantité de pétrole il reste au Tchad. Tu vas pleurer. Moi, je demande ça souvent parce que j'ai des amis qui travaillent dans le pétrole. Ils ont déjà même peur que peut-être dans 10 ans, ils n'auront pas de boulot parce que le pétrole serait fini. Vous voyez un peu. Donc, pour le Tchad, c'est déjà c'est incontournable, en fait, simplement. Casimir, je peux ajouter quelque chose. Il faut savoir que, voilà, au Tchad, déjà, il y a un problème. Donc, le problème, ce n'est pas en fait, la zone un peu urbaine, mais c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus l'aspect rural. Vous savez qu'en Afrique, beaucoup plus le réseau électrique, ça ne passe pas dans beaucoup de villages. Donc, l'objectif, faire maintenant des réseaux, ça coûte très cher. Donc, aujourd'hui, les gens pensent, par exemple, dans tout ce qui est village et les zones un peu reculées du réseau, on essaie les ENR peuvent faire l'affaire. Mais maintenant, les ENR, ils peuvent faire l'affaire à condition que les études préliminaires sont bien faites. Donc, je pense que si on parle un peu du solaire, aujourd'hui, le potentiel tchadien, on est à 5,5, on dépasse même en moyenne 5,5 jusqu'à 6,5 des kilowattheures par mètre carré par jour, en termes de tout ce qui est
irradiation globale, alors que la moyenne, c'est 6. Donc, on voit bien un peu le potentiel un peu solaire. Donc, on peut utiliser le potentiel solaire dans les zones rurales. Donc, ça, c'est le côté où on peut dire que voilà, les ENR peuvent apporter vraiment une contribution, vraiment, par exemple, dans les zones rurales. Aussi, dans tout ce qui concerne un peu les ENR, aujourd'hui, tous les projets qui s'inscrivent, ils peuvent, même s'ils ne contribuent pas du côté de vie financier, mais on essaie d'accompagner au fait le plan, au fait l'engagement climatique. Donc, si on peut faire des projets en termes de solaire, des fois, il y a des projets qui ne sont pas rentables. On peut construire des centrales solaires, mais lorsqu'on voit le retour sur l'investissement, ce sont des projets qui ne sont pas rentables. Vous allez voir que ces projets, ils sont financés, ou bien il y a des IPP qui sont là, mais c'est pour juste accompagner le Tchad, pour accompagner un peu cette transition, ou bien les objectifs de la transition énergétique, ou bien les objectifs du CND, des engagements climatiques. Mais je pense qu'ici, dans les zones sahéliennes, on a besoin vraiment des ENR. Ça, c'est mon avis personnel, surtout dans les zones rurales. Dans les zones, on peut dire urbaines, oui, on peut faire des réseaux, l'injection au réseau, ça peut faire l'affaire. On aura beaucoup besoin dans les zones rurales, vraiment. Ça, c'est mon avis, hein, c'est personnel. Donc, je pense que si Casimir a quelque chose à ajouter, on peut... Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça et puis je n'ai rien à ajouter. Les énergies renouvelables font déjà de bonnes choses dans nos provinces. Ils produisent des bons résultats parce que nous n'avons pas besoin de grandes quantités d'énergie. Et vu que les énergies renouvelables, par exemple les PV, c'est une solution déjà très, très bien pour le monde rural. La biomasse, avec la production de biogaz, par exemple, c'est très adapté pour le monde rural. Et c'est pourquoi je dis que quand on fait une analyse, quand on fait la LCA, l'analyse du cycle de vie de ces énergies-là, on trouve que, voilà, pour une région donnée, pour un domaine donné, c'est profitable. Voilà. Je pense qu'on finit dans maximum 5 minutes. Ouais. J'ai vu une main levée là, la personne peut prendre la parole et puis poser la question. Je vois aussi Eric qui a posé une autre question. Eric a déjà posé deux questions. Celui qui a levé la main là, peut prendre la parole et poser sa question et on va revenir s'il y a le temps à répondre à Eric. Sinon, on remet à la séance prochaine. Alors, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Drami. Vous m'entendez? Merci pour la parole donnée. Hein. Et je tiens à saluer cette belle initiative et remercier aussi nos deux présentateurs pour cette belle présentation, à la fois captivante et claire. Maintenant, je voudrais savoir le potentiel du stockage d'énergie pour accompagner l'intermittence des ressources, des sources renouvelables. Et ma deuxième question, quels sont les avantages spécifiques de la géothermie par rapport aux autres sources d'énergie renouvelable, comme l'éolien, le solaire? Troisième question, pourquoi la géothermie reste-t-elle sous-exploitée dans beaucoup de pays africains, malgré son fort potentiel? Merci. Je n'ai pas écouté très bien ta première question, désolé, mais je crois que je vais répondre déjà aux deux dernières questions. D'accord. La première question, c'était juste voir le potentiel du stockage d'énergie, comme par exemple les batteries, les stockages pour accompagner l'intermittence des ressources renouvelables en Afrique. Ok, très bien. Pour ta première question, il y a tout un chapitre, il y a toute une journée pour ça. On va détailler tout ce qui est stockage hein, pour accompagner ces énergies-là. Je ne sais pas si tu peux avoir la patience d'attendre ou bien tu as besoin d'une réponse aujourd'hui. Mais sinon, les avantages de la géothermie, en fait, la géothermie, comme on l'a mentionné, ce n'est pas disponible partout en Afrique. Je vais revenir sur la fiche. Voilà. La géothermie, c'est dans ces zones rouges, vous voyez. C'est pas du coup partout, quoi. Et là où, par exemple, c'est maximum au Kenya, ici,
là au Kenya, où il y a 3 points noirs là, eux, ils sont déjà à 40%. Et les pays comme l'Éthiopie, là, ils sont en train de mettre une bonne politique pour commencer l'exploitation de la géothermie. Et aussi, il faut dire qu'on n'a pas forcément une grande technologie. Il y a dans ces pays, je vois, il y a des enfants qui partent se baigner déjà dans ces eaux-là. Je ne sais pas si c'est ça l'exploitation. Mais voilà, on n'a pas vraiment les technologies d'extraction de ces chaleurs-là. On ne maîtrise pas encore beaucoup de choses. Ou bien on n'a pas une vision ou bien des études détaillées sur ces questions-là. Vous essayez de taper l'énergie chez vous, vous allez trouver que vous êtes orienté charbon, vous êtes orienté gaz, vous êtes orienté pétrole, très peu de mix, très peu des énergies renouvelables, si ce n'est pas ces derniers jours-là. Et il y a très peu de données aussi. Voilà. Il y a très peu de données. Manque de volonté, souvent manque de connaissances aussi, parce que les gens devant là, ce sont nos vieux. C'est nos vieux, ils ne lisent plus forcément. Voilà. Et pour extraire ces énergies-là, il faut des capteurs, il faut des turbines appropriées, il faut beaucoup d'approches, en fait. Et je pense que c'est dû à ça. Et le coût d'investissement initial pour toutes les énergies renouvelables, le coût d'investissement initial est généralement très élevé. Et nous, on a juste besoin de manger. Généralement, les pays, ils sont forcés à passer à la voie la plus facile, la voie la plus abordable et commencer l'exploitation pour arrêter les coupures. Maintenant, on gère même les coupures encore. On n'est pas encore dans certaines choses. On essaie de produire au maximum. Donc, on ne va pas penser aux technologies très, très complexes. La complexité de le PV est très facile. C'est pourquoi on est en train de se partager comme des pains. Le PV est assez facile, mais la technologie de la géothermie, de l'éolienne, où il faut installer des turbines, où il faut mettre des échangeurs d'abord avant d'exploiter la chaleur. Bref, je trouve ça un peu... Bien qu'on a eu une bonne quantité, hein, on a eu une très, très bonne quantité qu'on peut très bien exploiter. Et à ta deuxième question, troisième, la géothermie, j'ai oublié. Je ne sais pas si Faiza, tu as noté. Je pense que les avantages de la géothermie, pourquoi la géothermie n'est pas inexploitée en Afrique. Je pense que tu as répondu aux deux questions. Les avantages de la géothermie. Je pense qu'il reste juste ça. Oui, c'est ça. Peut-être la partie du stockage, peut-être. Bon, pour la partie stockage, on aura un cours après-demain, la semaine prochaine. On aura à parler de tout ce qui est stockage, pourquoi stockage. Si possible, tu pourras attendre ou bien. D'accord. D'accord. Il n'y a pas de problème. Je laisse la parole aux autres. Est-ce qu'on peut prendre la question de Eric parce que c'est vraiment une question pertinente? Oui, pensez-vous que les politiques énergétiques de nos pays favorisent-elles le développement rapide des ENR? Je veux parler du rôle des politiques de l'État dans la question des transitions énergétiques. Ça, je pense que la DA du ministre doit se défendre parce que là, j'ai un côté ingénieur et on fait Bon, ok, je vais essayer de répondre un peu à cette question. Bon, lorsqu'on parle de l'Afrique, il y a aussi, il faut qu'on essaie de voir qu'il y a une partie d'Afrique où les énergies renouvelables sont bien, ils sont déjà à plus, ils veulent atteindre les gigawatts en termes d'énergie renouvelable. Il y a certains pays, on peut dire que voilà, leur politique énergétique, ils sont au top. On peut prendre même, s'inspirer même d'eux pour les autres pays africains. Mais malheureusement, dans la majeure partie, en fait, moi, je parle en connaissance lorsqu'on essaie de voir un peu les projets, on essaie de lire beaucoup plus, de se documenter et tout. Si réellement, aujourd'hui, la politique énergétique de nos pays, bien, nos dirigeants, ils arrivent à... En fait, c'est beaucoup plus le côté réglementation. Le côté réglementation et le côté loi.
Donc, il faut savoir qu'attirer un investisseur, c'est beaucoup plus lui donner cet accès à, déjà, l'accès en termes de terrain, dès qu'il va venir, comment vous allez l'accueillir, est-ce qu'il y a la disponibilité en termes de matériel et tout, c'est tout ça au fait. Et je pense que pour la plupart des pays africains, je pense qu'il y a du travail à faire. Il y a beaucoup de travail à faire en termes de politique, les lois, et aussi l'accompagnement maintenant des IPP. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est vrai que les banques maintenant, ils financent, mais le financement majeur, ça vient des IPP. Et les IPP, ils font vraiment de bons travail. Parce que ce sont des privés, ils veulent installer des centrales, mais ils veulent c'est-à-dire avec le retour sur l'investissement, ils vont essayer de voir. Ils vont faire des études sur terrain et ils vont essayer de vous donner des centrales après retour sur l'investissement 20 ans ou bien 15 ans plus tard. Donc, ce sont des gens qui sont sérieux, surtout les IPP. Donc, ils viennent, ils travaillent très bien. Mais certains politiques de nos pays, des fois, même s'ils viennent, vous allez voir que certaines conventions sont signées, les projets sont là, mais les projets n'avancent pas. Donc, cela veut dire qu'on doit faire beaucoup de travail dans ce libellé. Donc, j'espère que je suis la question est un peu claire. Ok, merci. Je pense qu'on a dépassé l'heure et nos excuses, franchement, pour nos sincères excuses et merci d'avoir été là. On va se redonner rendez-vous le vendredi, normalement. Le vendredi à la même heure. C'est vrai qu'on est en train de se bousculer beaucoup pour le timing, pour le temps, mais je pense qu'on a déjà trouvé une solution et on va s'adapter à chaque fois. Je crois que moi, je vais même assister à la réunion en voyageant. Voilà. Voilà un peu la situation. Et merci d'avoir été là. Je vois la main levée. Je ne sais pas s'il y a une urgence. Range. Je crois qu'il n'y a plus rien à dire et bonne soirée à tout un chacun de vous. À vendredi, Inch'Allah. Bonne soirée, monsieur. Okay. Merci beaucoup à vous. Merci, bonne soirée à vous également. Merci, bonne soirée.